Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission d'actualité de Paris Basketball on Air. On est très heureux de faire notre retour aujourd'hui après un très long temps d'arrêt du basket français, avec 6 mois sans le Paris Basketball. Ça vous a manqué, et pour nous aussi, ça a été long de ne pas pouvoir vous parler du club, mais on espère en tout cas que cette époque est vraiment révolue. On va revenir tranquillement aujourd'hui sur l'été du Paris Basketball, les départs et arrivées, et donc le nouvel effectif qui a très peu changé. On va y revenir. On va forcément aussi vous parler des matchs amicaux, car il y en a eu, certes pas beaucoup, mais on a enfin du basket à se mettre sous la dent pour le Paris Basketball. Et puis on va se projeter, car les matchs officiels démarrent ce vendredi à 20h pour les Parisiens, avec la Leaders Cup contre Rouen. N'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux sur Twitter, @ParisB-8OnAir, et Paris Basketball on Air sur Facebook, YouTube et SoundCloud. Mais avant de démarrer, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de la table avec moi. Le premier, il vous ramène toutes les interviews qu'on vous propose, c'est notre homme de terrain. Salut Antoine. Salut Flav, salut à tous, comment ça va ? Eh ben écoute, tout va bien, on est très heureux vraiment de pouvoir reprendre. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'avait pas pu faire d'émission. Extrêmement heureux. Je tiens à souligner que si le contenu est ramené, il est mis en forme par Lilian et par toi, et donc c'est un travail d'équipe. Eh bien on se congratule entre nous, c'est magnifique. Et en face d'Antoine, c'est lui qui vous fait vivre et qui vous a fait vivre tous les matchs de Paris sur nos réseaux sociaux. Salut Dylan. Salut Flav, salut Antoine. Ça va ? Je suis heureux de vous retrouver. Et ben le plaisir est vraiment partagé. Eh bien messieurs, on va y aller pour la première de la saison 2020-2021. Paris Basketball on Air saison 2 épisode 1. Let's go. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andigel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu cousin. Si. Et on va commencer sans plus attendre par l'effectif. Très peu de mouvements à noter, je le disais tout à l'heure, mais ô combien importants sont ces changements. Antoine, c'est toi qui vas nous en parler. Qui est-ce qu'on va retrouver cette saison du côté du Paris Basketball ? Donc alors comme tu l'as dit, l'effectif a très peu changé. À la main, le départ de Francisco n'a pas été remplacé, donc on retrouve seulement Milan Barbic, le jeune meneur. Sur les lignes arrière, on retrouve Gauthier Denis, toujours là, Juan Bégarin et Kevin Franceschi, qui est actuellement à l'essai avec le Paris Basketball. Sur les ailes, Nobel Bungu Kolo et Evans Ganapamo qui devraient faire son retour, on va dire ça comme ça, cette saison. Au poste 4, Amarassi, toujours là, le nouveau capitaine du Paris Basketball. Et Dustin Sleva, l'américain qui a pu entrer en France après quelques petits problèmes de visa. Et enfin, au poste 4, on retrouve Ismaël Kamagaté. Poste 5. Au poste 5, autant pour moi. On retrouve Ismaël Kamagaté qui sera sur un poste de titulaire. Et derrière, le Paris Basketball va tenter le Paris Valentin Chéry qui était poste 4 et qui finit poste 5 cette saison. Du coup, si on compte bien, ça fait deux départs de titulaires avec Sylvain Francisco sur le poste de meneur et Gary Florimont au poste de pivot. Moi, ma première question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on peut comprendre ces choix du côté de Paris de ne pas remplacer ces deux hommes, de partir avec un effectif un peu réduit par rapport à la saison dernière ? Est-ce qu'on peut comprendre ces choix-là ? Alors sportivement, le choix est difficile à comprendre. On a cette année, une fois de plus, un groupe jeune. Le départ de Florimont rajeunit le groupe. Sylvain Francisco avait une grosse place dans le jeu. Ce sera compliqué de le remplacer. Milan Barbic va avoir des responsabilités. Donc on donne encore une fois une chance à des jeunes joueurs de s'exprimer, mais il y en a beaucoup quand même, des jeunes joueurs. Ce sont de bons prospects, mais ils ont besoin d'être encadrés. Mais économiquement, cette situation est compréhensible. On est dans une année particulière. On a tous vécu le confinement la saison précédente. La saison qui démarre est remplie d'incertitudes, avec des spectateurs. On n'en sait rien à l'heure actuelle. Et il faut rappeler que le basket est un sport où les recettes billetteries sont la principale manne financière des clubs, contrairement au foot qui vivent grâce aux droits télé. Mais du coup, tu parlais de la place des jeunes, c'est un des points vraiment importants. On a Sylvain Francisco, 22 ans, qui s'en va, mais Gary Florimont, qui était le capitaine, qui est l'un des anciens de cette équipe. Si je me trompe pas, on a 2 joueurs qui ont plus de 30 ans maintenant dans l'effectif, avec Amarassi et Nobel Bunkolo. C'est exactement ça, et beaucoup de joueurs qui tournent en une moyenne, hormis les 3 jeunes comme on les appelait l'année dernière, des joueurs comme Gauthier Denis, comme Valentin Chéry, qui ont 23-24 ans, donc ça reste aussi des joueurs assez jeunes. Sleva et Ganapamo, pareil, 25 ans. Ils sont tous de plus jeunes. ou moins de la même génération. Ça devait être assez spécial. On sait déjà que l'année dernière, le Paris Basketball misait sur sa jeunesse, misait sur cette folie et sur cette inexpérience pour monter son projet. Cette année, beaucoup qui vont devoir confirmer leur prestation de la saison passée. Par exemple, il n'est pas forcément dans les plus jeunes, mais Valentin Chéry qui va être décalé au poste 5 cette saison, il joue au poste 4 depuis 2 ans. C'est un vrai choix tactique de la part de
de Jean-Christophe Roy qui a préféré prendre Valentin Chéry plutôt que de re-signer Gary Florimont. Oui, c'est ce qu'il disait, c'est que Valentin Chéry, selon ses dires, c'est vraiment ses mots, il était en échec sur le poste 4 et qui avait vu son éthique de travail, c'est quelqu'un qui travaille énormément depuis son arrivée au club, méritait potentiellement une chance sur un poste 5, vu ses qualités athlétiques, ce qui permettrait à l'équipe justement d'avoir 2 styles totalement différents, un style où ça va courir très vite avec Kamagaté et un style beaucoup plus dur, beaucoup plus besogneux avec Valentin Chéry. Dylan, ça te parle, toi, ce décalage de Valentin Chéry au poste 5 ? Alors je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Sur la logique, je trouve ça très bien. Comme ça, le Paris Basket peut s'adapter aux adversaires. Valentin Chéry, c'est quelqu'un de dur physiquement, qui a les pieds ancrés dans le sol. Il joue très bien dos au panier. Ne pas le faire jouer au poste 4, ça permet de retirer sa faiblesse au shoot à mi-distance. Ah, c'est clair qu'à mi-distance, c'est pas. Il a eu quelques matchs à 3 points la saison dernière où c'était rentré un peu par surprise, 2-3 matchs où vraiment c'était pas assez régulier. Il en rentre 1, 2, il y a un match où il en a même 2 ou 3, mais je crois, si je ne me trompe pas. Il avait vraiment, mais c'est vrai, tu parles d'irrégularité, mais c'est pas du tout même son style de jeu. Il les a pris, il les a ouverts et il les met. C'était pas du tout prévu dans le plan forcé. de jeu. Et puis Kamagaté, maintenant, il va pouvoir s'exprimer, de la vitesse, un style longiligne. J'attends de voir la relation avec le meneur. Non, mais il va pouvoir s'exprimer. Il y aura des choses à voir. Et troisième point que j'avais soulevé, c'était ça fait 2 ans que Evans Kanapamo est au club. Il a joué notamment avec l'équipe réserve. Il a eu pas mal de soucis de blessures avec ses ligaments croisés. Il a eu des problèmes aux chevilles aussi, si je ne me trompe pas, au genou la saison dernière. 3 opérations en 2 ans. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et il a joué seulement 4 petits matchs l'année dernière. J'en reparlerai après, mais le coach va lui faire confiance. Est-ce que ça vous fait peur, justement, qu'un joueur qui a très peu joué depuis 2 ans, qui a des problèmes de blessure, puisse avoir cette confiance-là de la part de l'entraîneur parisien? Peur, non. Après, on va clairement on attendra un petit peu de lui, parce que c'est vrai que c'est la seule, pour l'instant, c'est une semi-recrue carrément pour le Paris Basketball, parce qu'on l'a tellement peu vu jouer. Personnellement, on en parlera, mais le match contre Évreux était la première fois que je le voyais jouer entièrement, hormis un match la saison dernière, un ou 2 matchs. Il a 4 matchs l'an dernier. Voilà, c'est ça, donc c'est très très peu. C'est un joueur, qui est extrêmement redevable au club, donc ça il en a parlé, il a dit qu'il appréciait la confiance que lui a attribué ce club malgré ses pépins physiques. C'est un joueur qui a l'air d'avoir des belles qualités athlétiques, un shoot assez intéressant, c'est un joueur à développer. Il s'entend assez bien avec Dustin Sleva parce qu'il a étudié aux États-Unis un petit peu aussi, donc voir s'il y a une petite connexion à faire. Non, il y a des bonnes petites choses à voir, on espère juste que physiquement ça tienne le choc. Avant de passer à la suite, je voulais vous demander sur quel joueur vous seriez attentif la saison prochaine. Dylan, toi tu as choisi Milan Barbic. Oui, j'ai choisi Milan Barbic puisque cette année, il va prendre le rôle de titulaire à la place de Francisco. Alors l'année dernière, il compilait 3,6 points, 1,8 rebonds et 1,5 passes en 11,5 minutes. Il va falloir qu'il double ses stats puisque son temps de jeu va monter. Remplacer Francisco, ce sera pas chose facile. Lors de la deuxième partie de saison dernière, on se souvenait que c'est quand même Francisco qui portait l'équipe grâce à ses variations de jeu, sa folie. C'est pas du tout le même style, c'est un style de jeu complètement différent. Barbic est plus serein, balle à la main, il ne se précipite pas, il cherche la meilleure solution de jeu pour le bien de l'équipe. C'est un meneur aussi qui sait se construire un shoot, donc ça c'est intéressant. Et parce que malgré son faible temps de jeu la saison dernière, il était à 40% au shoot et 33% à 3 points. Je pense que c'est une bonne promesse pour le Paris Basket, mais qui demande à être affirmée. Par contre, il doit s'affirmer physiquement face aux autres meneurs de Pro B. Ah bah, il l'a déjà un peu fait, on le voit souvent la muscu, même sur certains matchs, on voit qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Et enfin, quelque chose vraiment à surveiller, c'est la relation 1-5, puisque l'année dernière, elle était fondamentale, la relation Francesco-Kamagaté. Donc, il faudra surveiller cette relation. Tu parles de relation 1-5, toi tu étais parti sur Milan Barbic, et Antoine il est parti sur Ismaël Kamagaté d'ailleurs. Oui, parce que si on parle beaucoup de Bégarin, Kamagaté aussi a un énorme potentiel de jeune talent, un joueur très long, 2m11, à qui on donne les clés dans la raquette. On lui donne beaucoup de confiance, il travaille énormément. Pour avoir discuté un peu avec lui, il sait où il doit travailler, où sont ses forces, où sont ses faiblesses. Il doit prendre du muscle, clairement, mais rien de mieux que le terrain pour apprendre le métier. Sa taille est clairement un avantage parce que 2m11, il y a très peu de joueurs, après très peu de pivots en Pro B qui font cette taille-là. Gary Florimont faisait 2m02, 03,
Ce qui est une bonne taille, mais pour un pivot en Pro B, clairement faire 2m11, c'est immense. Mm. C'est vraiment très très grand. À suivre, ce côté un peu timide, il va falloir qu'il gagne en confiance en lui, qu'il gagne en explosivité. Il a souvent du mal à démarrer ses matchs pleinement. Il se réveille au fur et à mesure et à la fin du match, il est tellement explosif. C'est un joueur qui dissuade, c'est un joueur qui court, c'est un joueur qui potentiellement peut jouer sous le cercle, peut rouler et qui va être bien encadré par Amarassi notamment. Ça va être une belle saison pour lui en vue de cette nouvelle année au Paris Basketball. Ouais, donc vous aviez choisi Milan Barbic et Ismail Kamagaté sur le poste 1-5, qui sont en fait justement les deux postes où le Paris Basketball perd 2 joueurs, Sylvain Francisco et Gary Florimont. Et moi, je voulais dire 2-3 mots sur justement Evans Kanapamo qu'on a cité tout à l'heure, qui va avoir du coup un rôle vraiment important en fait dans cette équipe parce qu'il va être le backup de Nobel Bunkolo sur l'aile. C'est un joueur, on le disait, qui revient de blessure, qui a eu beaucoup de soucis de santé depuis les 2 ans et Paris continue à lui faire confiance. Moi, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va pouvoir donner. L'an dernier, il avait eu déjà, je crois qu'il a 4,3 points la saison dernière sur les 4 matchs. Pas fou. Par contre, il a eu une pointe à 12 points, c'était contre Blanc en début de saison. Il y a quand même un potentiel. De toute manière, le coach croit en lui et je pense qu'il va avoir vraiment une vraie place dans cet effectif à prendre. Avant de passer à la pré-saison, avant de passer aux matchs amicaux et tout, je voulais vous poser une dernière question sur l'été du club. Qu'est-ce que vous retenez en particulier de cet été, Antoine ? Qu'est-ce que toi tu retiens ? Je retiendrai l'Amiral League notamment pour le retour du basket en région parisienne et le retour du basket en général. Ça faisait quand même 4-5 mois qu'on était en manque de compétition et Amarassi a organisé son tournoi, Sergi, en invitant le Paris Basketball notamment, qui est venu avec une équipe, donc 2 joueurs de N3+, plus des joueurs de l'équipe 1. On a eu Milan Barbic, Valentin Chéry, Gauthier Denis, enfin voilà, on a eu une équipe clairement en Paris Basketball. Et ça faisait plaisir de revoir cette jeune équipe du Paris Basketball rejouer ensemble, une bonne ambiance, un club qui via Amarassi qui s'organise pour créer des choses, pour ne pas s'endormir justement avec la crise du Covid. C'est très compliqué d'organiser des choses et à leur manière, ils ont essayé de continuer à travailler et ça s'est plutôt bien fait, je trouve. Et Dylan, toi tu partirais sur quoi de cet été pour Paris ? Alors moi je vais pas parler de jeu, je vais plutôt parler de projet à long terme. On a eu des news sur le projet de l'Arena. La première pierre a été posée, les travaux ont commencé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette salle va contenir 8000 places. 8000 places, vous vous rendez compte ? C'est une belle salle. Hein. Une belle salle. Cette salle aura la particularité de s'insérer dans le cadre de vie du quartier avec l'ouverture de 2 gymnases. Comme actuellement le Paris Basket s'insère beaucoup dans la vie de quartier du Paris 13e, donc ils ont toujours la volonté de s'insérer dans la ville. Donc Paris Basket aura résidence pendant 10 ans après les Jeux Olympiques. L'Arena... Ça va démarrer à partir de 2023 pour le Paris Basket. C'est à partir de 2023 qu'ils seront résidents dès que la salle sort de terre, Paris résident. Et oui, comme tu disais, il y aura des épreuves des Jeux Olympiques. Oui, il y aura les épreuves de badminton, de para-taekwondo et de para-badminton, puisqu'il ne faut pas oublier aussi les Jeux paralympiques. Exactement. Messieurs, on va avancer, on va partir sur cette... tu parlais de l'Arena, mais on va pouvoir se lancer déjà dans la saison 2020-2021 qui s'annonce dans quelques jours. Car je vous en parlais en préambule, Paris a joué des matchs amicaux. Quelques-uns, pas beaucoup, seulement 2. Alors je vous fais un petit peu le récap. Paris a décidé de reprendre assez tard par rapport aux autres équipes l'entraînement et a joué son premier match amical le 4 septembre contre Évreux. Ce sera le seul match d'ailleurs d'Évreux, on en reparlera sûrement après. Une victoire à l'arraché, 78-74. On en reparlera, vous deux vous pourrez nous en parler. Derrière, 2 matchs amicaux qui ont été annulés contre Vanves 4 jours plus tard et le 10 septembre contre Saint-Quentin, futur adversaire en Coupe de France. Et puis hier, un peu un match surprise qu'on a appris un peu sur le tas, contre le pôle fédéral, contre les jeunes de l'INSEP, Paris qui allait s'imposer largement 106-52 contre les joueurs de l'INSEP. On va commencer par ce match Paris-Évreux, les points importants. Messieurs, comment vous aviez ressenti la rencontre ? Tout d'abord, on a revu du basket. 168 jours après, on a revu un match de basket. Et ça, c'est beau. On ferme la parenthèse. Avec Antoine, on a assisté à un match très intéressant qui prend la suite de la saison dernière. Le Paris Basket a encore fait une fois de plus les montagnes russes dans le match. Premier quart-temps, troisième quart-temps, très difficile. Second, quatrième, très très bien. On a remarqué aussi ils étaient à court physiquement par rapport à Évreux. Pendant le match, on a vu des choses très intéressantes collectivement.
La base de jeu est là, malgré les 2 départs. La base de jeu est toujours là. Nobel a pris l'équipe en main lorsqu'elle en avait besoin. Il a mis 29 points, mis des 3 points très importants, mais surtout dans la dynamique de jeu. Barbic a essayé de bien mener son équipe. Il l'a fait une bonne partie du match. Amarassi a joué le rôle de leader. Il a mis notamment 2-3 points super importants lorsque le Paris Basket était mal. Et enfin, on a pu voir le positionnement de Valentin Chéry qui était très intéressant défensivement, qui a bloqué beaucoup d'adversaires en face du panier. Antoine, je sais que on en parlait un petit peu en off, Kevin Francis Chi qui est arrivé cet été avec le Paris Basket, qui s'entraîne, qui devrait peut-être signer un contrat avec le club. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de son arrivée et de son match contre Évreux ? De son match contre Évreux, un peu compliqué. Après, de son potentiel, c'est un arrière qui peut remonter la balle. Créer, c'est un petit peu plus délicat. Mais il a ce potentiel d'arrière scoreur, athlétique, offensivement, rapide aussi. Donc ça, c'est totalement dans l'empreinte du Paris Basketball de se jouer assez vite. Même si Francisco est plus là, ça reste quand même une équipe qui court vite. Après... Il y a un bon potentiel, c'est un joueur costaud qui peut vraiment bien rentrer dans le collectif du Paris Basket. Après, voilà, faut pas lui demander de trop créer. Sans être méchant, j'ai pas vu beaucoup de moments où il y avait une volonté vraiment de poser le jeu, de regarder, d'imprégner, de photographier, on va dire, la scène et de trouver le bon système à mettre en place. C'est vraiment un joueur de transition et c'est super intéressant de voir ça. Après, voilà, contre Évreux, comme l'a dit Dylan, Évreux est clairement rentré dans le match d'une manière extrêmement physique et ça a été très compliqué pour lui et pour les autres de poser tout ça. Paris qui s'est imposé à la limite, mais qui à la fin du match a vraiment mis les bouchées doubles pour prendre la victoire. C'est le collectif, c'est vraiment une victoire collective et on voyait qu'il y a un gros trou en troisième quart où chacun essaie d'y aller de son talent perso. Franceschi notamment, Nobel, et tout le monde perd le ballon. C'est des pertes de balles à répétition. Et comme le disait le coach, au final, c'est une équipe qui joue et qui peut gagner quand tu poses le jeu et quand tu joues collectif. C'est ce qu'ils ont fait dans le quatrième quart et c'est comme ça qu'ils sont revenus et qu'ils sont repassés devant. Et surtout, ils ont commencé à défendre. Et c'est à partir de la défense que le Paris Basket arrive ensuite à marquer. C'est comme s'il y a une énergie positive qui part de la défense pour terminer en attaque. Tu vois un peu, c'est régulièrement les phrases de Jean-Christophe Prat en conférence de presse la saison dernière, qui répétait justement que la défense était la base de son attaque. On a l'impression que quand ils défendent pas, ils sont déconcentrés dans le jeu et chacun essaye d'y aller par son initiative personnelle. Alors que quand ils défendent tous... Et c'est ce que tu vois notamment d'Ismaël. Au début, il est un peu timide, il se prend des coups et à la fin, c'est lui qui les met les coups et c'est lui qui met les contres et ça passe mieux. Notamment la dernière défense... il a permis de gagner le match sur la dernière défense. Eh ben Ismaël, je vais faire une transition très vite sur le match contre le pôle fédéral du coup. Match à huis clos auquel on n'a pas pu assister, mais Ismaël en grande forme contre les jeunes de l'INSEP avec 25 points et 9 rebonds, une victoire de plus de 50 points qui est très anecdotique et un simple match de remise en forme, tout simplement. Match de remise en forme avant un match vendredi, ça fait plaisir d'avoir autre chose. Ça reste une sorte de scrimmage, mais c'est bien de jouer, c'est bien de se mettre en confiance et offensivement d'enchaîner les points, d'enchaîner les rebonds. Je sais que sur la feuille de match, ça t'avait un peu surpris la ligne de stats de Jeanne Bégarin. Oui, 9 points, 9 rebonds. Avec 5 passes passives, qui est, je crois, co-meilleur passeur du match. Donc vraiment assez surprenant, pas dans son style justement. Ça fait plaisir aussi parce que c'est le seul match amical qu'il joue, puisque contre Évreux, il est sur le banc dû à une douleur à la cheville. Donc c'est son seul match amical. Donc ça fait du bien de le voir là. Bon, après, comme tu l'as dit, c'est anecdotique, mais c'est positif. Ça montre que c'est un joueur all-around complet. Donc on le disait tout à l'heure, Paris qui va démarrer sa Leaders Cup ce vendredi à 20h à Rouen. Match qui paraît un peu compliqué sur le papier. Le Rouen devait jouer contre Évreux cette semaine, c'était mardi. Match annulé parce que Évreux, comme souvent cet été, n'a pas pu donner les résultats de tests Covid à temps. Et donc une première rencontre pour les deux équipes qui vont pouvoir se mesurer en ce début de saison. Qu'est-ce que vous attendez déjà de cette première rencontre et plus largement même de la Leaders Cup pour Paris ? Au-delà des résultats, j'attends surtout de voir une équipe qui joue bien au basket. Physiquement, qui est là. Parce qu'on sait très bien que les premiers matchs de Leaders Cup vont servir à se remettre en forme physiquement. Et avant de voir les résultats, j'attends du jeu. Antoine, qu'est-ce que toi tu retiendrais qu'est-ce que tu attendrais plutôt sur la Leaders Cup et voire même sur le match de Coupe de France
de mardi. Sur la Leaders Cup, pas grand-chose. Je préférerais qu'on se focalise sur le championnat et pourquoi pas une qualif en Coupe de France pour aller affronter une Jeep Elite. Je préférerais clairement ça. La Coupe de France, Saint-Quentin. On en parlera après. On peut en parler maintenant. Saint-Quentin que Paris devait affronter du coup en match amical qui avait été repoussé. Ils avaient connu une saison très compliquée la saison dernière et ils ont eu un calendrier de matchs amicaux assez compliqué parce qu'ils ont eu trois matchs annulés et qu'ils ont eu 2 défaites, notamment contre Ostend, l'équipe belge, et contre Le Havre, la N1 du Havre, 78-69. Donc ça fait pas rêver ce début de saison de Saint-Quentin et Paris pour en profiter. Clairement, ouais, clairement. Il y a de quoi faire. Est-ce que vous avez On peut rappeler que Saint-Quentin a terminé 17e ouais, c'est ça, et aurait peut-être dû descendre s'il n'y avait pas eu saison blanche. Ils étaient partis pour en tout cas. Donc, à voir. On parlait de Rouen tout à l'heure. Il y aura aussi Évreux que Paris affrontera le 25 septembre. Évreux qui, quand on les a joués, n'avait pas 2 joueurs qui viennent d'arriver en France pour compléter l'effectif et qui sont très importants dans l'effectif d'Évreux. Ils sont titulaires, normalement les 2 sont titulaires. Voilà, donc attention aussi à Paris là-dessus. Et cette fois-ci, ce sera peut-être Évreux qui sera à court physiquement, parce que tous leurs matchs amicaux ont été annulés. Ils ont joué qu'un seul match, ils ont joué que contre le Paris Basketball. Tous les autres matchs, je crois que c'est quasiment 8 matchs qui ont été annulés. Ouais, c'est un calvaire, selon le staff d'Évreux, c'est un calvaire en fait cette préparation. On va terminer cette émission par un petit rappel des matchs du week-end. Alors Paris, je le disais, joue contre Rouen à Rouen vendredi à 20h. Ce sera sur la LNB TV. La Nationale 3, l'équipe réserve du Paris Basketball, jouera samedi à la Carpentier. Un match contre Gravelines à 20h. Premier match du nouveau coach. Premier match du nouveau coach, exactement. On n'en a pas parlé. C'est vrai, Antoine, tu fais bien de me le citer. Emmanuel Curet qui est arrivé pour compléter le staff de Jean-Christophe Prat et coacher la N3 qui vise le maintien, si je ne me trompe pas. Le maintien, oui. Qui vise le maintien, exactement. Et puis les U18 qui joueront dimanche aussi à la Carpentier. Ce sera à 15h30 contre Chalon-Reims. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot pour boucler cette émission ? On a été, je pense, ravis de faire aujourd'hui. Ça fait très plaisir de revenir en studio. Ça fera encore plus plaisir de revenir aux commentaires pour toi, pour Sam, dans la salle, de revoir du basket. Et je pense qu'on va vivre une belle saison. Et pour la salle, on se donne rendez-vous. Ce sera mardi 22 septembre à 20h pour la rencontre de Coupe de France contre Saint-Quentin. Merci messieurs pour cette émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Je disais ravis de pouvoir reprendre la saison du Paris Basketball. Merci beaucoup et on se retrouve dans 2 ou 3 semaines en fonction des matchs. Bref, ciao. Ciao.